La petite histoire du jeu de rôle de JDR Factory, 14e émission, et là, coup de théâtre, on arrive dans le monde du jeu de rôle français. Et oui, messieurs, dames, avec un célèbre personnage, mais on va vous en parler tout de suite avec mon ami Romain. Générique. La petite histoire du jeu de rôle, 14e émission de JDR Factory, notre chaîne YouTube et bientôt Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Salut Romain. Salut Farid. Salut Matt, salut Edouard. Salut Edouard, salut Matt. Et comme je disais, ouais, la surprise, coup de théâtre, on met un peu de côté, je crois qu'on a fait que des jeux de rôle américains, canadiens, d'Amérique du Nord. Là, de fait, oui. Et parce que chez nous, ça n'existait pas encore. Et oui. Et là, donc on traverse l'Atlantique. On va aller voir quelqu'un de très particulier, peut-être même de spécial. Mais en tout cas, il a beaucoup fait pour le jeu de rôle en France, au tout début. Peut-être même grâce à lui que c'est arrivé si vite, entre guillemets, même s'il a fallu attendre quelques années, après la sortie de Donjons et Dragons en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson. Si je vous montre ça, ça vous dit peut-être quelque chose. Et si je vous montre ça, peut-être quelque chose. Surtout celui-là. Alors, jeu et stratégie numéro 4, dont vous voyez la couverture là, que j'ai récupéré quelque part. D'ailleurs, on voit que ça vient de Jeux des cartes. Aujourd'hui est un magazine qui est pas mal recherché, qui est culte. Pourquoi ? Tout simplement, comme c'est indiqué, un endroit pour le jeu en encart, parce que Jeux et stratégie a commencé à proposer des jeux en encart dans chacun de ses numéros, qu'on va retrouver dans Casus Belli d'ailleurs. Et on voit ici le premier jeu de rôle français. Et oui. Le premier jeu de rôle français. 1980. 1980, dans ce magazine qui était en fait dérivé, ou plutôt qui était une extension du célèbre magazine de vulgarisation scientifique Science et Vie. D'ailleurs, c'est marqué sur la couverture. Science et Vie qui, lui, a survécu, mais hélas pas Jeux et stratégie. Et donc, ce jeu de rôle, enfin, on va voir, on en parlera juste après, eh bien, il est écrit par ce personnage dont tu parlais. François Marcelat Froideval, FMF, ou Feu, ou François Marcelat. Ça dépend, vous pouvez le trouver. Puis, alors ici, vous le voyez à quoi il ressemble aujourd'hui. Ici, vous voyez à quoi il ressemblait il y a, oh la vache, il y a 40 ans. Eh oui. 40 ans. Alors, François, que je connais un peu, j'ai travaillé sur certaines choses avec lui. Donc, on s'est vu régulièrement ces derniers temps. Et en fait, travailler avec François, c'est peut-être même difficile. Pourquoi ? Parce que il a toujours des anecdotes à raconter de l'époque de la fin des années 70 et début 80, même si peut-être que, selon moi, l'histoire du jeu de rôle en France commence pas par François Marcelat Froideval, mais commence par Peter Watts. Et ouais, c'est pas un Français, c'est un Anglais qui travaillait en France. Il a monté la première boutique jeux des cartes. Et d'ailleurs, je fais un peu de pub parce que vous allez retrouver l'émission dans JDR Factory, avec la petite interview de Peter Watts. Si vous voulez connaître un peu le début de l'histoire du jeu de rôle, il vous parlera de pourquoi il a créé Jeux des cartes, et d'ailleurs pourquoi il a choisi ce nom, et le logo qui va avec. Enfin bref, tout ça c'est une autre histoire. Donc ça commence par Peter Watts, qui va commencer à importer du Donjons et Dragons en France. Bon, il va connaître quelques déboires avec aussi un autre nom qu'il faut retenir, un éditeur de l'époque magazine, Excelsior, qui d'ailleurs publie à l'époque Science et Vie et Jeux et stratégie, et puis après Casus Belli, mais après, encore une fois c'est une autre histoire. Et donc il y a eu quelques déboires, puis finalement il a dû, pour faire court, il a dû béner une bonne partie de son stock de Donjons et Dragons, et a revendu Jeux des cartes. Aujourd'hui, Jeux des cartes, on les retrouve un peu partout en France, même s'il y a beaucoup moins de boutiques avec le nom de cette enseigne. Avant, c'était un relais, ça s'appelait les boutiques relais des cartes. Il y en avait partout, même à l'étranger d'ailleurs. D'ailleurs, parlons un peu de boutiques. Le Jeu des cartes Paris, rue des Écoles. Bien sûr. Il y en a encore à Lyon, à Bordeaux, et à Toulouse. Peut-être, oui, je pense qu'elle existe encore. La boutique toulousaine, très ancienne d'ailleurs, c'est une des premières. Elle est mentionnée dans Casus Belli numéro 1. Froideval, donc, qui a contribué à la création de Casus Belli, enfin c'est lui qui l'a créé, et Jeux et stratégie. Mais Peter Watts avait déjà, dans un article de Science et Vie,
78, je crois, ou Possible. 77-78, un article sur le jeu de rôle, justement, dans Science et Vie, racontant l'arrivée, enfin pas l'arrivée, mais disons l'existence plutôt de ce jeu de rôle. Quand on relit ces vieux magazines de fin de 70, début 80, on se rend compte d'une chose, c'est que, et peut-être que ce que je vais dire est un peu, j'allais dire, convenu, mais rappelons tout de même qu'on est en 1980 et qu'il n'y a pas de réseau social et qu'il n'y a pas de médiatisation rapide ou, je dirais, à dimension internationale comme aujourd'hui. Et donc, finalement, peu de gens savaient que ça existait à cette époque. Et quand on lit les articles de ce temps-là, on se rend compte que souvent, ils commencent par des formules du genre, eh bien, là-bas, aux États-Unis, saviez-vous qu'il y a des gens qui font ça le week-end, ils se réunissent pour jouer, des magiciens, des guerriers, voilà. Oui, alors, malheureusement, ça a peut-être, hélas, contribué à cette abominable image qui a été renvoyée pendant trop longtemps du jeu de rôle comme un phénomène presque sectaire ou curieux, mais c'était pas voulu par les gens qui en parlaient. Aux États-Unis, ça a multiplié les ventes. Hein, voilà, exactement. Et ils ont joué. C'est le cas de le dire. Et donc, c'était un peu mystérieux finalement ce loisir. Et donc François Marcela Froideval, il faut quand même en rajouter un truc. Attends, je précise un truc. Oui. Concernant Peter Watts. Peter Watts déclare quand même, et c'est un Anglais, que c'est lui qui aurait, dans Science et Vie, inventé le terme français jeu de réflexion. Peut-être en anglais puzzle games, oui. Je pense. Oui. Donc quand même. Oui, bien sûr. Peux-tu me passer le casus belli numéro 1 parce que dedans, il y a, je dirais... on sait que c'est à toi. J'en ai deux de toute façon comme ça. Moi. Dedans, il y a... mais toi, tu as le jeu de stratégie numéro 4, hein, on fait un concours, c'est pour ça. Donc, il y a dans ce magazine d'avril 1980, il y a, donc, avec des dessins de Didier Guizerix, dont nous aurons l'occasion de reparler dans une prochaine émission. Romain, je suis obligé de te couper. Oui. J'ai oublié de préciser quelque chose. Avant Casus, Oui. Casus, qui est une formidable création, une formidable invention, et qui a guidé des générations de rôlistes pendant des décennies. Et qui les guide encore. Feu, François Marcela Froideval, quand même. Il faut savoir que fin des années 70, début 80, a toujours été indépendant, même s'il travaillait beaucoup avec Excelsior, mais il avait monté la fédération de l'époque qui gérait les jeux stratégiques. JSST. Voilà. C'est... l'acronyme, je m'en souviendrai jamais. Qui gérait donc différents clubs, qui parlait de la communication auprès de la presse, des jeux de stratégie, des jeux de rôle, etc. Qui parlait des boutiques. Il parlait des boutiques, il s'occupait de une partie de la distribution des jeux. Donc c'est quand même quelqu'un qui maîtrisait la chaîne du jeu à l'époque. Ah oui, pas seulement. Même, hein. Ah, absolument. Et quand alors on ouvre ce casus belli numéro 1 de 1980, eh bien, on se rend compte qu'il y a déjà dedans, notamment grâce à un article, François Marcela Froideval, il y a une rubrique de Casus Belli qui s'appelle Devine qui vient dîner ce soir, qui a duré pendant des années dans Casus Belli, qui présentait des monstres pour ADD. Déjà dans le numéro 1. Quoi. Exactement, déjà dans le numéro 1, avec la célèbre Mère Denis. C'était dans une vieille publicité pour de la lessive de ce temps-là, qui avait été transformée en monstre de DD. Je me rappelle que Coluche avait fait un de ses sketchs où il parlait de la Mère Denis. Alors je ne sais pas si ça avait un rapport. Et il présente une classe de personnages pour DD. Il dit tiens, on va créer le samouraï. Et là, ça permet de faire la transition avec justement ce qu'il y a d'un peu exceptionnel avec François Marcela Froideval, c'est que lui, il est parti aux États-Unis et il a travaillé avec Gary Gygax. Directement. Et pas seulement de la simple rencontre, je dirais, amicale ou pour discuter, c'est qu'il y a deux suppléments, enfin un plus particulièrement, mais deux suppléments pour Advanced Dungeons & Dragons première édition qui sont sortis, qui ont été publiés et qui comportent le nom de François Marcela Froideval à l'intérieur. Il s'agit du Monster Manuel 2 et bien entendu d'un des plus célèbres suppléments d'ADD première édition, le assez fabuleux Oriental Adventures. Ah, et oui. On a parlé il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a eu une polémique sur l'Oriental Adventures, sur l'appropriation culturelle. D'ailleurs, quand on l'ouvre, parce que
j'ai dû dire ça combien 150 fois depuis qu'on fait l'émission. Il suffit d'aller lire. Et on se rend compte que il y a des Japonais qui ont servi, ils sont 5, pardon, ils sont cités par Gary Gygax et qui ont servi pour critiquer, améliorer, étudier ce qui était dit sur le folklore, les légendes et l'histoire japonaise dans ce supplément. Je n'appellerai pas ça du coup de l'appropriation culturelle. Bon. Fin de cette polémique un peu peut-être inutile. Et donc on voit, c'est marqué, crédit, concept original, Gary Gygax et François Marcela Froideval, qui est cité même dans la préface, voilà, où il est question du talent de François Marcela Froideval. Et il a créé quelques monstres du Monster Manuel 2, dont, tu me l'avais dit, dont alors, je crois que c'est La Tarasque. La Tarasque, qui en fait, alors La Tarasque, ça vient d'une chronique du XIIIe siècle de Jacques de Voragine qui s'appelle La Légende dorée, et dans lequel il y a l'histoire de Sainte Marthe qui vit près de Tarascon, et il est question de cette créature. Alors, on est près de Tarascon, donc elle s'appelle La Tarasque. Peut-être, sans doute, que François Marcela Froideval a voulu intégrer, parce que c'est du folklore français, il faut le savoir. Le monstre le plus terrifiant d'ADD1, et qui encore aujourd'hui reste une des créatures les plus épouvantables qu'on puisse affronter à DD, même en DD5, vient d'une légende française. Et le premier à l'avoir fait dans le Monster Manuel 2, d'ailleurs c'est le monstre le plus puissant du Monster Manuel 2 de très loin, puisqu'en fait il est intuable, hein, quelque part, ou pas définitivement. Donc c'est lui qui l'a créé. Mais tu veux dire que ce monstre est un peu Gros Bill? Ah bah tiens, Gros Bill. Alors Gros Bill, alors, à l'époque, avant un peu ce que raconte Romana, avant les États-Unis, François Marcela Froideval est quelqu'un qui est déjà très influent et qui est bien installé au fameux club de la rue d'Ulm. Il l'a fondé d'ailleurs. C'est possible, c'est possible. Il y a contribué du moins. Et on retrouve certaines personnes très connues du milieu, comme Didier Guizérix. Alors à l'époque, il jouait beaucoup au wargame, à diplomatie, etc. Le jeu de rôle commençait à arriver. Et puis il y avait un personnage qui était présent là, dont François parle très bien, et qui fait à peu près 1m85-90, 120 kg, qui est boucher, et qui aime bien imposer de temps en temps ses choix aux autres membres de la table. Et François, alors il ne sait pas trop comment il a eu l'idée de ce terme, mais François l'a appelé un jour comme ça Gros Bill. Et puis voilà, donc Gros Bill vient de là. Dans le jargon des rôlistes, c'est devenu un lieu commun. On a même créé le verbe gros-billiser. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, le gros-billisme, il y a même le nom. Voilà, oui. Là, le dictionnaire s'est enrichi. Ces contributions à l'étranger avec Gary Gygax, qui est donc particulièrement notable, plus évidemment tout ce que tu as raconté sur le développement de toute la chaîne du jeu et de ses acteurs en France, Casus Belli qui est formé, qui est fondé, avec déjà des rubriques caractéristiques qui vont rester pendant des années, des décennies même on peut dire. Et puis on doit quand même mentionner l'œuvre pour laquelle il est le plus connu. Et attends, j'ai envie de t'interrompre encore une fois. J'ai une autre anecdote. Mais vas-y. Tu sais, alors même une question. Vas-y. Et t'as intérêt à dire que tu sais pas. Tu sais quel homme politique a permis à un club de jeux de rôle de proposer une salle pour abriter ce club? Alors là... Eh ben, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, par l'intermédiaire évidemment de François Marcela Froideval, qui faisait un peu de politique. Et donc, grâce à Jacques Chirac, sûrement indirectement, un premier club de jeux de rôle s'est installé dans une salle parisienne, dans le 13e arrondissement. Donc, François revient des États-Unis et il avait déjà quelque chose en tête par rapport à ses parties de jeux de rôle, et d'ailleurs qui devait être un roman au départ. Et il en a perdu, je crois, les fichiers. Et donc, du coup, il en a fait 2 autres projets, un wargame et une bande dessinée. On parle bien entendu des Chroniques de la Lune Noire, l'histoire de Wismeril. Alors ça a fait beaucoup pour sa réputation même internationale. C'est le jeu. Alors le jeu dont il est question, le wargame, c'est un wargame culte, Ave Tenebrae. Salut les ténèbres, qui a eu une extension Fief et Empire d'ailleurs quelques temps après. Alors c'est du wargame avec symbole OTAN, enfin je veux dire classique, hexagone et tout. Et alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il précède finalement toute l'écriture de Chroniques de la Lune Noire, puisqu'il contient en lui-même des éléments narratifs ou sur l'histoire qu'on ne découvrira que progressivement dans la bande dessinée. Et puis voilà, on en arrive donc
Et oui, et on en arrive au premier jeu de rôle français qui n'est pas 1980. 1980, En jeu de stratégie. 1980, c'est la même année que Space Opera, que Dragon Quest, Top Secret. Bon, il y en a plein d'autres, il y en a d'autres, mais vingtaine, trentaine. Hein. Voilà. Mais quand même, le premier jeu de rôle français. Alors, et voilà à quoi ressemble le premier jeu de rôle français. Là, vous allez dire, bah non, c'est un jeu de plateau. Il y a un plateau. Il y a des pions ici. D'ailleurs, les pions, je les trouve très sympas. Ça fait. Oui, mais tout le design de la carte est assez remarquable pour l'époque. Rappelons qu'on est dans un magazine en plus, et les pions ressemblent à s'y méprendre dans leur graphisme et leur concept même, je dirais, de règles à ceux d'Ave Tenebrae, qui vient après. Hein. Ave Tenebrae, c'est après. Et d'ailleurs, moi, je préfère même les pions parce que ça me fait penser à Russ Nicholson dans le style. Et d'ailleurs, comme pour tout pion de Wargame, on voit les caractéristiques directement sur les pions. Alors, c'est un jeu de rôle sans maître de jeu. Hein. Alors, sans maître de jeu, il y a une intelligence artificielle. C'est ça. C'est un jeu de rôle coopératif. En fait, il y a des tableaux, et puis tu mets les pions que vous avez vus, les pions monstres et trésors, vous les mettez dans un bol. Oui. Et à travers des tableaux, il y a une sorte de génération il y a d'abord procédurale. L'exploration en extérieur. Voilà. On fait des rencontres, on gagne des objets, des choses comme ça. Et puis après, on entre dans le château proprement dit pour affronter le magicien. Ça fait un peu penser au sorcier de la montagne de feu. Oui. C'est un petit peu dans ce style-là. Mais franchement, pour un produit, j'allais dire, de magazine de 1980, c'est d'une sophistication assez remarquable. Alors, il n'y a pas d'appel au rôle proprement dit, c'est vraiment on est à mi-chemin entre le jeu de plateau, c'est une sorte de HeroQuest, mais sans maître de jeu. Voilà. C'est plus jeu que rôle. Exactement. Mais malgré tout, c'est fait, je crois que c'est fait dans l'intention de vulgariser ou de populariser ce à quoi peut ressembler le dungeon crawl. C'est un pied à l'étrier. Voilà, c'est un pied à l'étrier. Et d'ailleurs, dans le même numéro, on trouve un article qui justement décrit de façon très précise avec des photos, même des photos de table de jeu d'ailleurs des États-Unis, des photos de la gamme. On voit, je crois qu'on voit Traveler, on voit bien entendu Original D&D plus Donjons et Dragons première édition. On voit pas mal de choses qui présentent au public français cette mystérieuse activité donc qui est le jeu de rôle. Donc c'est ce magazine Jeux et Stratégie numéro 4 a été le véritable on a allumé la mèche qui a fait exploser la pratique du jeu de rôle en France, et on ne peut que reconnaître les mérites de Froideval d'avoir introduit comme cela ces jeux qu'on trouve dans les boutiques dites spécialisées et qui nécessitaient à l'époque d'être parfaitement anglophone, puisque de toute manière il n'existait encore aucune traduction, ça n'était pas encore à l'ordre du jour. Et c'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs souvent un jargon franglais. J'ai remarqué d'ailleurs que dans une publicité pour l'œuf cube, le magasin qui existe depuis 1977 d'ailleurs, rue Linné à Paris, dans Casus Belli numéro 1, mentionne les wargames, et il mentionne un autre type de jeu qui n'appelle pas le jeu de rôle, mais qu'il appelle, alors c'est bizarre parce qu'il appelle ça les role-playing. C'est tout. Il n'est pas games derrière, il met les role-playing, donc qui était dans son catalogue à l'époque, puisqu'on pouvait effectivement dans ce genre de magasin accéder à ce genre de jeu qui restait coincé outre-Atlantique. Voilà. Alors, pour cette 14e émission, nous introduisons l'arrivée du jeu de rôle en France avec Peter Watts, François Marcella Froideval, mais quand même surtout grâce à un magazine, et sûrement le patron d'Excelsior, donc Science et Vie et Jeux et Stratégie. Jeux et Stratégie pour beaucoup d'entre nous qui commençons à avoir un peu de bidon, un peu d'âge. Voilà, c'est... par exemple, ça, c'est 2 numéros cultes pour les rôlistes. C'est des numéros qui, à l'époque, nous faisaient des petits fourmillements dans le ventre, même encore aujourd'hui. Ça faisait rêver, tout simplement. Et je vous invite à les découvrir. Hein. Vous pouvez les découvrir en ligne ou si vous arrivez à les trouver d'occasion. C'est déjà à l'époque, il y a des articles et les réflexions sont déjà modernes. Et c'est un must-have, c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir en tête, de lire. Donc voilà, la 14e émission, merci Romain. 14e émission, déjà. Merci Farid. Donc encore une fois, nous introduisons le jeu de rôle français, là, pour la première fois. 14e émission quand même, mais on est 6 ans après Donjons et Dragons, enfin l'arrivée
de Donjons et Dragons. Et quelques années à peine avant l'arrivée des premiers, si je puis dire, véritables jeux de rôle de création française dont nous aurons l'occasion de parler Dans pas très longtemps. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci à Matt, merci à Edouard et on se retrouve pour une future émission. Ciao. Au revoir.